non plus parce qu'il y a école demain quand même. Et puisque le sujet c'est la liberté, commençons par ce travail tout simple qui consiste à définir les termes du sujet, en l'occurrence il y en a un. Comment est-ce que vous définiriez spontanément, le plus spontanément possible, ne vous mettez pas dans la peau du petit Larousse, demandez-vous comment spontanément, naturellement, presque d'une manière triviale, comment est-ce que vous définiriez la liberté? Ah là, je vois déjà une main qui se lève. L'absence de règles, génial. Oh non. Vous appelez Très mauvaise définition. Très bien. Voilà, et ça râle dans le public. Ah ouais. Là, on voit qu'on est un public de droite qui veut des règles. Voilà. Ici, c'est pas la France insoumise. Hein. On veut des règles, on veut de l'ordre, on veut de l'autorité. C'était très courageux de votre part de vous être fait le porte-parole de l'opinion commune, mais il y a ici, pour le reste, au moins 300 porte-parole de la place Beauvau. On se demande bien pourquoi. L'absence de règles. Mais c'est vrai que c'est une bonne réponse. Alors peut-être une autre réponse possible. L'anarchie, ça. La vie. Il y a un lien avec la vie. Oui, mais vous diriez la définition de la liberté, c'est la vie? Non. C'est très beau, hein, c'est très beau. On va creuser ça, mais la liberté, c'est la vie. Ok, on retient. L'absence de règles, la vie. Oui. Alors c'est le fait de pouvoir connaître les conséquences de ses choix. Oui. Ouais, non, c'est la joie. La joie. Oh là, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas seulement des philosophes ici, il y a des poètes. Donc la liberté, c'est la vie, c'est la joie. C'est le fait, plus techniquement, de connaître les conséquences de ses choix. J'ai attendu une dernière définition un peu plus loin, parce que sinon, on va donner la parole qu'au premier rang. On est égalitaire, démocratique et inclusif ici. Alors, je vois une main qui se lève là, au milieu devant moi. Circuler en voiture dans Paris. Rouler en voiture dans Paris. Ah non, si les libertés, c'est ça. Si la définition de la liberté c'est de rouler en voiture dans Paris, je crois, chère Agnès, que nous sommes tous condamnés à l'aliénation. Au moins jusqu'à l'année prochaine, n'est-ce pas? Alors, je voyais une main qui se lève. C'est l'absence de contrainte. Génial. Alors, on va partir de là. L'absence de contrainte. Je vous trouve très sophistiqué, c'est là qu'on voit qu'on est devant un public d'élite, c'est du très très haut niveau. Quand vous êtes devant une classe de terminale, ce qui m'est arrivé pendant des années, le bonheur absolu, généralement, les élèves vous répondent en premier, la liberté c'est effectivement l'absence de contrainte, la liberté c'est faire ce qu'on veut. La liberté c'est avoir le choix. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ça paraît relativement spontané de considérer que la liberté consiste à avoir le choix. Cette définition de la liberté qui nous vient à l'esprit naturellement, vous avez répondu tout de suite que la liberté c'était l'absence de règles, c'était la première réponse, l'absence de contraintes. Cette définition de la liberté, c'est en réalité une définition qui est née assez récemment dans l'histoire de la pensée. Dans l'histoire de la pensée, on peut dire que c'est la définition qui vient avec ce qu'on appelle la modernité. La modernité en philosophie, elle commence avec la révolution scientifique, elle commence avec la Renaissance, la sortie du Moyen-Âge. La modernité commence à faire émerger une nouvelle définition de la vie, et après tout, c'est en effet de cela que nous parlons, et une nouvelle définition de la liberté. On la voit poindre cette définition sous la plume d'un philosophe qui est l'un des premiers penseurs de la modernité, un philosophe français qui s'appelle René Descartes. Dans une lettre qu'il écrit à l'un de ses correspondants, qui s'appelle le Père Mélan, Descartes fait l'hypothèse que la liberté, ça pourrait être précisément d'avoir le choix, de ne pas subir de contraintes. Pour le dire autrement, la liberté, ce serait le fait de ne pas être déterminé. Ne pas être déterminé. Et effectivement, c'est complètement compréhensible. Si vous êtes déterminé, si vous obéissez à un déterminisme quel qu'il soit, si vous êtes obligé de suivre un ordre de contraintes, vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre. Imaginons qu'on vous impose quelque chose contre votre gré. Vous n'aurez pas le choix d'y consentir ou non. Et par conséquent, vous devrez bien admettre que ce que vous êtes en train de vivre, en train de faire, n'est pas libre. Donc la liberté, la première définition qu'on peut donner de la liberté, c'est la liberté d'indétermination. Le fait de ne pas être déterminé. Si, quand vous étiez lycéen, vos parents vous ont dit « voilà les études que tu vas faire et ça ne se discute pas, parce que grand-papa était médecin et papa aussi, donc tu seras médecin à ton tour », et bien d'une certaine manière, vous n'avez pas eu le choix, vous êtes déterminé. Si les circonstances sociales ont fait que
les conditions de vie de vos parents ne vous ont pas permis de choisir les études de vos rêves, vous étiez déterminé pour des raisons matérielles. Vous n'étiez donc pas vraiment libre. Donc la liberté, c'est le fait d'avoir le choix. Et plus on a de choix devant soi, et plus on est libre, bien sûr. Vous le reconnaîtrez avec moi. Si la liberté, c'est d'avoir le choix, alors le mieux, c'est d'avoir le plus de choix possible à votre disposition. D'avoir toutes les options devant vous, de pouvoir ouvrir le catalogue de l'existence en ayant de quoi choisir tout ce qui vous semblera bon. Donc cette liberté d'indétermination, cette liberté d'indifférence qui consiste à pouvoir aller où vous voulez, à pouvoir faire ce que vous voulez, à pouvoir devenir ce que bon vous semblera, cette liberté d'indifférence, elle s'augmente à mesure que vous avez devant vous la plus grande palette de choix. C'est la liberté de l'individu consommateur, du client de supermarché qui rentre dans un rayon, qui veut un hypermarché pour pouvoir choisir n'importe quoi. C'est la liberté de celui qui veut pouvoir avoir devant lui le catalogue de toutes les options disponibles, la liberté d'indifférence. Et vous en conviendrez comme moi, plus vous êtes indifférent, et plus vous êtes libre aussi. Peut-être que tout à l'heure, quand il était déjà 20h et que vous faisiez la queue depuis trop longtemps maintenant pour avoir une dédicace de Michel Barnier, ou bien quand vous étiez en train d'écouter les savants conseils qui vous étaient dispensés pour communiquer avec la presse, que vous sentiez votre estomac se rappeler soudain à vous, que vous commenciez à avoir faim, peut-être que quand vous avez été vers le buffet, ça n'était pas complètement libre, parce que la faim vous attirait. Vous n'étiez pas indifférent. Dîner ou ne pas dîner, ça ne vous était pas égal. Vous étiez très affamé. Et cette indifférence, elle vous permet au contraire de recouvrer la liberté. C'est quand ça vous est égal que vous êtes vraiment libre. C'est quand vous pourriez faire ceci ou cela sans y être vraiment incliné. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Être libre, c'est avoir le choix. C'est la définition moderne de la liberté d'indifférence, la liberté d'indétermination. C'est la première qui vous est venue à l'esprit, et d'une manière très légitime, parce que c'est celle qui nous habite. Et vous remarquerez que cette idée de la liberté, elle a du coup quelques adversaires. Cette liberté-là, elle a des ennemis qu'il vous faudra sans doute combattre si vous voulez rester libre. Si vous voulez avoir le choix, si vous voulez être indéterminé, qu'est-ce qui peut bien peser sur votre liberté d'aujourd'hui ? La première chose qui pèsera sur votre liberté, c'est de manière très logique tout ce qui vous précède, tout ce qui vient avant votre libre arbitre, tout ce qui est venu avant vous. Vous êtes né et vous n'avez pas choisi. Un auteur absolument remarquable qu'il ne faut pas lire dans les soirs de découragement, un auteur qui s'appelle Sioran a écrit « De l'inconvénient d'être né ». Bon, ben, ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, vous êtes né. Et ne dépend pas de vous non plus le milieu dans lequel vous êtes né, la famille où vous avez vu le jour, les circonstances dans lesquelles vous avez grandi. Le passé qui vous précède, ce passé-là, par définition, la modernité le regarde comme un poids qui entrave votre liberté. Vous vous souvenez peut-être d'un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Vincent Peillon et qui disait que le but de l'école, c'était d'arracher l'enfant au déterminisme familial. Parce que précisément, la famille, c'est l'autre nom de cette espèce de poids qui pèse de tout son passé sur le début de nos vies naissantes, de nos vies commençantes. La culture, d'une manière générale, entrave notre liberté. Et par exemple, la langue dans laquelle nous parlons. Roland Barthes, qui était professeur au Collège de France, avait fait son cours inaugural de littérature en affirmant que la langue est fasciste. Pourquoi la langue est fasciste? C'était un grand moment des années 70. Pourquoi la langue est-elle fasciste? Parce que quand vous êtes né, on vous a appris à parler une langue et on ne vous a pas demandé laquelle, on ne vous a pas consulté sur ce point. Et quand vous avez appris à parler cette langue, en l'occurrence la langue française, puisque nous la partageons, quand vous avez appris à parler cette règle, vous avez dû vous couler dans ces règles, dans la discipline de cette langue, dans sa syntaxe, sa grammaire. Vous avez dû apprendre qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qu'on vous a obligé à dire et des choses qu'il était interdit de dire. Et puis ensuite, comble de l'épreuve, vous avez été à l'école. Et là, vous avez appris que lire et écrire cette langue, ça suppose à chaque instant d'obéir. Ça suppose de se couler dans les règles infinies du langage. Et vous avez dû faire des dictées en ayant appris par cœur l'orthographe et la conjugaison.
vous avez fait des dictées et vous avez vu, comme le disait Pierre Bourdieu, vous avez vu couler sur vos copies le rouge sang de la mortalité scolaire. La culture aliène la liberté. Si la liberté c'est d'avoir le choix, mais pourquoi est-ce qu'on vous oblige à parler d'une certaine façon? Pourquoi est-ce qu'on vous impose ce carcan de la langue? La langue est fasciste et il faudrait la déconstruire pour retrouver une forme de liberté originaire. N'est-ce pas la langue qui oblige à définir les choses d'une certaine manière? Qui vous a obligé à vous définir d'une certaine manière? Donc la liberté a pour premier ennemi le passé qui nous précède, cet héritage, la culture qui nous a été transmise, et ce faisant qui d'une certaine manière nous aura été imposée. Et puis, cette liberté d'indétermination, cette liberté d'indifférence, elle rencontre un dernier danger. Elle rencontre un danger majeur qui est un peu tétanisant. Qu'est-ce qui pourrait bien venir brider votre liberté d'indétermination? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir le choix? L'autre. Alors les autres, d'une manière assez générale, oui, les autres sont un problème relativement gênant. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette idée de la liberté d'indifférence, il faut que chacun vive dans sa bulle de liberté en protégeant son propre choix. Et c'est pour ça qu'on dira d'ailleurs, vous connaissez tous cette expression si connue, qui nous vient de Montesquieu, que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Vous voyez, si j'étais vraiment tout seul, je pourrais être vraiment libre. Je pourrais avoir tous les choix. Mais malheureusement, il y a des autres, et il faut bien vivre avec eux, donc j'ai pas tout à fait tous les choix. Tous les choix ne sont pas devant moi, parce qu'il faut bien que je prenne en compte le fait que la vie des autres est là, et qu'eux aussi, pas de chance, eux aussi veulent être libres. Il n'y a pas seulement moi. Donc les autres sont un problème. Mais est-ce que seulement les autres sont un problème? Si je veux avoir le choix. Les choix que l'on fait. Comment? Les besoins? Les besoins primaires, oui. Les besoins primaires, après, les besoins primaires, on peut considérer qu'ils ne sont pas un grand lieu d'expression de la liberté. Encore une fois, vous avez faim, vous allez dîner, on ne peut pas dire que ce soit l'acte libre qui parachève l'affirmation de soi. C'est simplement, effectivement, la satisfaction d'une nécessité vitale. L'environnement. Le désir. Les lois. L'absence de règles. Alors, L'anarchie, l'absence j'entends de règles. le bonheur, la religion, Les lois. les lois. En fait, il faut dire, la religion, les lois, tout ça, ça fait partie de la culture que j'évoquais à l'instant. C'est le monde dans lequel nous grandissons et ce monde qui vient restreindre l'espace de notre liberté. Mais il y a un dernier piège pour la liberté, je me permets de l'ajouter. Si vous voulez avoir le choix... Il faut vivre. Exactement. Vous vous appelez comment? France. Ah voilà, France. C'est France qui résout tout. C'est toujours le cas. Vive la France! Bon, on est très fiers de France, elle vient de résoudre notre problème. Vous avez dit faire un choix. Et effectivement, la condition pour avoir le choix, la condition pour toujours avoir le choix, c'est de ne jamais faire un choix. Parce qu'au moment où vous faites un choix, je veux dire, vous faites un vrai choix. Au moment où vous faites un choix, bah, ça y est, vous n'avez plus le choix, vous avez décidé. Et cette décision implique de renoncer. L'idée de la liberté comme indétermination, l'idée que la liberté c'est d'avoir le choix, c'est une idée assez tétanisante parce qu'en réalité, c'est une liberté qui ne se possède qu'à la condition de ne jamais l'employer. Vous pouvez être libre de toujours avoir le choix à condition que vous ne fassiez jamais un choix. La liberté moderne, la liberté d'indétermination, la liberté d'indifférence, c'est la liberté de Don Juan. Vous pouvez séduire toutes les femmes quand vous êtes Don Juan, mais la condition pour pouvoir séduire toutes les femmes, c'est de ne jamais en aimer une. Parce que si vous aimez vraiment une femme, vous n'allez pas pouvoir séduire toutes les autres. Il y a bien un moment où le fait d'aimer vous engage, vous détermine. Vous ne pouvez pas dire à la femme que vous aimez « je t'aime », mais en fait, ça pourrait être n'importe quel autre à n'importe quel moment. Elle va probablement mal le recevoir. Et elle se demandera si votre amour est très sincère, et elle aura bien raison. La vérité, c'est que la liberté d'indifférence, comme son nom l'indique, implique de rester d'une certaine manière à la surface de sa propre vie, parce que choisir suppose précisément d'accepter de ne plus avoir le choix. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, encore une fois, cette définition de la liberté a quelque chose de très angoissant, notamment pour l'idée qu'elle donne, par exemple, du passage du temps. Regardez comme nous idéalisons la jeunesse. La jeunesse, c'est l'âge de tous les possibles, n'est-ce pas? Quand je suis professeur et que je suis devant mes élèves, je leur parle de la liberté. Mais si la liberté, c'est d'avoir le choix, ils sont tous bien plus libres que moi. Parce que eux, ils ont devant eux toutes les options disponibles. Alors que moi, j'ai déjà choisi.
Et sauf à vouloir me mentir, je ne serai plus médecin ou pilote de chasse. Je suis devenu professeur de philosophie, ça ne veut pas dire que ma vie ait été complètement figée et privée de toute surprise, puisqu'il m'est arrivé de vivre quelques autres aventures. Mais le fait est que le temps que j'ai engagé dans une voie plutôt qu'une autre, c'est un temps que j'ai engagé d'une manière définitive. La liberté d'indifférence, c'est une liberté qui tétanise. Parce que quand nous disons à la jeune génération qu'être libre, c'est avoir le choix, nous leur disons en substance que les années qui viendront devant eux ne peuvent être qu'une longue et lente diminution, une longue et lente décroissance de leur liberté, une longue et lente aliénation, piégée par le fait qu'un jour, ils seront obligés de choisir. Regardez l'angoisse totale que représente cette question de l'orientation. Pour les plus jeunes ici, vous la vivez maintenant, vous venez de la vivre, mais certains la vivent comme parents ou comme grands-parents. Pourquoi est-ce que les élèves choisissent toujours au dernier moment? Pourquoi est-ce que c'est toujours la veille au soir de la clôture de Parcoursup qu'on clique sur « Choisir définitivement » Parce que c'est effectivement terrifiant de se dire qu'on engage sa vie dans une voie plutôt qu'une autre. La vérité, c'est que la liberté, c'est d'abord un vertige. Celui qui nous a dit cela, c'est un très grand philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard. J'aime beaucoup Kierkegaard. Kierkegaard est le fondateur du courant existentialiste. C'est-à-dire un courant qui revient à l'expérience même de la vie, à l'expérience du vivant. Vous en parliez tout à l'heure. Kierkegaard a publié son premier livre quand il n'avait pas encore 30 ans, et il lui a donné ce titre énigmatique. Le livre s'appelle « Ou bien, ou bien ». Et Kierkegaard dit que c'est ça la vie, que c'est ça le privilège d'être libre, le vertige de la liberté. La vie, c'est « ou bien, ou bien ». Pardon, je ne veux pas sortir de la philosophie ce soir, mais pour le dire très spontanément, la vie, c'est pas en même temps. La vie, c'est ou bien, ou bien. Et vous le savez tous. Voilà, il faut choisir, et vous avez choisi d'ailleurs. Vous avez choisi de venir passer votre temps ce week-end, ce soir, au Congrès des Républicains. Vous auriez pu faire autre chose. La seule chose qui fasse la valeur de l'existence, la seule chose que vous ne retrouverez jamais, le temps, ce temps-là, vous avez choisi de le donner à cet engagement précis. Et ce temps-là, vous ne le retrouverez pas, vous l'avez engagé ici. Vous auriez pu aller ailleurs, vous auriez pu partir en week-end, vous auriez pu faire bien autre chose, vous avez choisi de venir ici, vous avez choisi d'être là ce soir, vous avez choisi de donner ce temps dont la valeur est infinie à ce moment de retrouvailles, et de cela nous ne pouvons que vous remercier infiniment. Ce temps-là, c'est votre liberté, l'expression de votre liberté que vous avez engagée. La vie, c'est ou bien, ou bien. Si on regarde, écrit Kierkegaard, si on regarde le ou bien de la vie de cette manière, on n'a pas facilement envie de plaisanter avec lui. Imagine un capitaine à bord de son navire, à l'instant où il faut faire une manœuvre. Il peut dire « je peux faire ceci ou cela ». Mais si ce n'est pas un capitaine médiocre, il se rendra compte aussi que le navire, pendant ce temps, va son train. Et c'est ainsi avec un homme s'il oublie ce mouvement de la vie. Un instant arrivera à la fin où il n'est plus question d'un ou bien, non pas parce qu'il aura choisi, mais parce qu'il aura négligé de le faire, ou si l'on veut parce que pendant ce temps d'autres auront choisi pour lui, et qu'il se sera perdu lui-même. On n'a pas envie de plaisanter avec ça, dit Kierkegaard. La première chose qu'on éprouve en se disant qu'on est libre, si l'on prend au sérieux ce que c'est que cette liberté, la première chose qu'on éprouve, c'est d'abord un vertige. Kierkegaard écrit « L'angoisse, c'est le vertige de la liberté. » Être libre, c'est d'abord angoissant. Vous seriez un caillou, vous n'auriez pas tant de questions à vous poser. La liberté, c'est un privilège qui se paye. La liberté, ça suppose d'affronter tous les jours le ou bien. Et c'est la noblesse de la vie, c'est la noblesse de la liberté, que précisément, on ne peut pas tout en même temps, et qu'il faut déterminer sa vie dans une direction ou une autre. La liberté, ce n'est pas le fait d'avoir le choix. La liberté, ce n'est pas quand il n'y a pas de contraintes, ça n'est pas quand il n'y a pas de règles. Ça ne suffit pas pour être libre. Vous pouvez vivre dans un univers où il n'y a aucune contrainte, et pourtant n'être pas libre. Le moment où vous êtes libre, c'est le moment où vous choisissez. La liberté n'est pas le fait d'avoir le choix.
La liberté, c'est le fait de faire un choix. La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de vouloir ce qu'on fait, de le vouloir vraiment. Alors évidemment, si vous êtes déterminé par quelqu'un d'autre que vous, s'il y a des contraintes partout autour de vous, vous n'êtes pas non plus vraiment libre. Mais il ne suffit pas de ne pas être déterminé par quelqu'un d'autre que vous. Il ne suffit pas de vivre dans un univers d'indétermination. Il ne suffit pas d'avoir sous vos yeux le catalogue ouvert de toutes les options possibles dans l'existence. Il ne suffit pas d'avoir le choix pour être libre. C'est une fiction. C'est une pure représentation abstraite. Et le grand drame, c'est quand cette représentation abstraite vous empêche de vivre la réalité concrète de la liberté, qui est le fait de s'engager, qui est le fait de faire un choix qui vous ressemble vraiment, un choix qui vous représente, un choix qui vient profondément de tout ce que vous êtes au fond. La liberté, ça consiste à faire un choix. C'est la noblesse de la vie. C'est la noblesse de la vie humaine que précisément nous devons nous déterminer. La liberté n'est pas le fait d'être indéterminé, c'est le fait de se déterminer. Ça n'est pas le fait d'être indifférent, c'est au contraire le fait d'être le plus engagé possible, le moins indifférent possible. Je ne suis pas libre quand je peux aimer toutes les femmes, quand je peux aimer tous les hommes. Je suis libre quand je choisis celle que j'aimerais, quand je choisis celui que j'aimerais. Cette liberté-là, c'est une liberté concrète. Tant que vous avez devant les yeux toutes les options disponibles, ça n'est encore qu'une option, ça n'est encore qu'une représentation, ça n'est encore qu'une fiction. C'est le moment où vous en faites l'occasion de choisir vraiment. C'est ce moment qui vous rend libre. Vouloir vraiment ce que l'on fait. C'est la noblesse de la vie. Et je vais vous dire aussi une chose très simple, puisque évidemment ce qui nous réunit ce soir, ça n'est pas seulement la philosophie, c'est aussi la noblesse de la politique. C'est vrai, et je le disais en souriant, la France a élu, il y a maintenant 8 ans, un président de la République qui disait « c'est la fin des clivages, maintenant c'est le en même temps ». On va être en même temps de gauche et de droite. Mais n'importe quel élu sait très bien que quand il s'engage dans un mandat, que ce soit dans le conseil municipal de la plus petite commune de France, comme dans un parlement, au Parlement européen, cher Christophe, chère Agnès, n'importe quel élu sait que la noblesse de cet engagement, c'est de rendre pour la communauté civique, pour un temps de son existence, le service de la décision. Qu'est-ce que ça veut dire être élu? Ça veut dire accepter de prendre sur ses épaules, pour un temps de son existence, la décision collective. Et la décision, ça suppose précisément d'être tous les jours confronté à des ou bien. Je pense à Kierkegaard à chaque fois que je descends dans l'hémicycle du Parlement européen. Quand vous êtes devant votre boîtier de vote, et qu'on vous propose un amendement, qu'on vous propose un texte à voter, vous ne pouvez pas dire « Oh là, je vais faire pas pour ni contre, je vais faire pour et contre en même temps ». Ça ne marche pas du tout. Faut-il voter la confiance lundi? Eh bien, ça n'est pas si simple que ça. Et on devrait se sentir infiniment reconnaissant envers nos députés lundi parce qu'ils vont affronter cette question et qu'il faudra bien voter oui ou bien voter non ou bien peut-être s'abstenir, ce qui est aussi un choix et aussi une manière de dire. Mais dans tous les cas, il faudra bien décider du sens qu'on donnera à son vote. Et quels que soient nos désaccords, même quand on est en désaccord, on devrait commencer par se sentir reconnaissant envers ceux qui acceptent de se confronter à cet exercice, de prendre sur leurs épaules la responsabilité du service de la décision, de vivre d'une manière spécifique cette noblesse, mais aussi ce poids de la liberté qui consiste à se souvenir que la vie c'est ou bien. Et pour nous, citoyens qui votons, eh bien c'est le moment du vote qui représente notre ou bien. En allant aux élections, il faut bien dire pour qui on vote et on ne peut pas dire en même temps. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je n'ai jamais cru à cette espèce de supercherie de principe, parce que je crois que la noblesse de la politique, c'est d'assumer dans quelle direction on veut s'engager, plutôt que de faire croire qu'on pourra plaire à tout le monde. La liberté d'indifférence, la liberté d'indétermination, c'est une liberté immédiate. On l'a, vous avez devant vous toutes les options disponibles, et cette liberté immédiate, vous ne pouvez que la perdre petit à petit avec le temps qui passe et les influences qui s'exercent sur vous, la culture qu'on vous transmet, et bien sûr vos propres choix qui viendront petit à petit vous empêcher de garder devant vous toutes
toute la palette des options. La liberté d'indifférence, vous l'avez au départ, immédiatement, et puis vous ne pouvez que la perdre et la voir disparaître peu à peu. La liberté qui consiste au contraire à choisir, la liberté qui consiste à faire un vrai choix, à faire un choix qui vous ressemble, cette liberté-là, elle n'a rien d'immédiat. Elle n'a rien de spontané. Elle doit se gagner. Elle doit se cultiver. Et elle a même, pourrait-on dire, des conditions de possibilité. Vous les avez effleurées en commençant. Quand on se demandait comment définir la liberté, vous avez dit « la liberté, c'est connaître les conséquences de ses choix ». Et vous aviez raison. Si la liberté, c'est de faire un vrai choix, encore une fois, pas un choix qui sort de nulle part, pas une manière de s'en remettre à l'aléatoire. La liberté, faire un vrai choix, un choix qui vous ressemble. Et cette liberté-là, d'abord, elle est rare. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on fasse un vrai choix profond, un choix qui nous exprime, qui nous ressemble dit Bergson comme l'œuvre ressemble à l'artiste. Alors quelles sont les conditions de cette liberté? La première condition de cette liberté, c'est évidemment, précisément, de pouvoir reconnaître, de pouvoir connaître ce que l'on veut, de pouvoir se connaître, se reconnaître soi-même. La première condition de cette liberté, c'est la culture. La première condition de cette liberté, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'héritage construit pour nous par ceux qui nous ont précédés et qui nous a été transmis par nos parents et par l'école. La condition de la liberté, c'est de pouvoir connaître et reconnaître dans nos vies l'enjeu de nos propres choix. Barthes et le mouvement de 68 et celui qui a suivi 68 et toute la théorie française qui est partie aux États-Unis, qui nous est revenue ensuite depuis les États-Unis et qu'on appelle le wokisme, toute cette conception nous dit que la culture est l'ennemi de la liberté, qu'il faut déconstruire la culture pour pouvoir redevenir libre. Barthes disait, je vous le rappelais à l'instant, que la langue est fasciste. Et si la langue est fasciste, alors il faut résister à la langue, et il faut détruire, il faut défaire la langue pour pouvoir imposer l'exercice de la liberté. Moi, je crois au contraire que la langue est la condition de la liberté. La question qui est posée, elle est très simple, elle est très incarnée. Est-ce que vous penseriez librement aujourd'hui? Est-ce que vous penseriez plus librement? Est-ce que vous seriez plus vous-même sans la langue qui vous a été transmise? Sans la langue que vous parlez? Impossible de penser, et vous avez totalement raison de le dire. La vérité, c'est que sans cette langue, nous n'arriverions pas seulement à communiquer avec les autres, mais nous n'arriverions même pas à penser, parce que nous pensons dans les mots, nous pensons avec les mots. Quand nos parents nous ont appris à parler, ils ne nous ont pas imposé leur manière de penser. Quand nos parents nous ont appris à parler, qu'ils ont fait défiler sous nos yeux des livres d'images en nous apprenant à nommer les choses que nous voyons autour de nous, nos parents ne savaient absolument pas ce qu'ils feraient des mots qu'ils nous transmettaient. C'est ça le mystère de la liberté humaine. Un jour, peut-être, nous nous sommes disputés avec nos parents. Un jour, peut-être, nous nous sommes gravement disputés avec eux. Un jour, nous avons fait des choses qui les surprenaient, dit des choses qui les surprenaient. Un jour, peut-être même, nous avons dit à nos parents que nous voulions prendre nos distances avec ce qu'ils nous avaient transmis. Et bien cela, nous le disions encore avec les mots qu'ils nous avaient transmis. L'aventure de la liberté commence avec la langue, commence avec la culture, commence avec le savoir qui nous vient des autres et qui, en nous venant des autres, fait grandir notre liberté. Nous pensons dans les mots, et pas seulement nous pensons, mais nous voyons le monde à travers les mots. Nous regardons le monde à travers le langage. Et il nous a fallu les termes que nous employons pour parler avec les autres, pour apprendre à regarder le monde qui nous entoure. D'où la richesse de la langue. Et d'où le fait que la richesse de la langue est si nécessaire à la richesse de la vie, à la richesse de la vie intérieure, à la richesse de la liberté. D'où l'immense injustice que représente aujourd'hui, je me permets de le dire, la crise de notre école. Parce qu'un enfant qui est privé de l'accès à la connaissance, un enfant qui a 300 mots de vocabulaire courant par rapport à un enfant qui a eu la chance de recevoir 3000, 10 000 mots de vocabulaire courant, c'est pas seulement un enfant qui aura plus de mal à rentrer dans le monde économique demain, c'est pas seulement un enfant qui est privé de l'accès à des professions lucratives, non, c'est bien plus grave encore que cela. C'est un enfant qui est privé de l'accès à sa propre vie intérieure. La différence entre celui qui sait dire aimer
affectionner, chérir, estimer, apprécier, adorer, aduler, et celui qui sait seulement dire kiffer, c'est pas seulement une différence dans le capital social qui permet de se comporter dans les beaux salons de centre-ville, non, c'est une différence qui touche à la capacité que nous avons de connaître et de reconnaître notre propre vie intérieure, nos propres aspirations, nos propres désirs, de reconnaître ce que nous sommes, et donc à la faculté que nous aurons de faire des choix qui soient les nôtres, d'être vraiment libres. La condition de la liberté, c'est la culture. La condition de la liberté, c'est la langue. Et tout cela nous vient des autres. Tout cela nous vient de ceux qui nous précèdent et qui font venir jusqu'à nous la condition de la liberté. Le passé n'est pas l'ennemi de la liberté. L'héritage n'est pas l'ennemi de la liberté. Au contraire, le passé que nous recevons est la condition, la sève, le milieu dans lequel grandit la liberté nouvelle qui est en train de se déployer. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Le miracle de la condition humaine, dit Hannah Arendt, c'est la natalité. La natalité, c'est ce qui fait que viennent au monde sans cesse de nouvelles libertés. Sans cesse, des enfants naissent. La grande nouvelle de l'expérience humaine, la grande nouvelle de toute société humaine, c'est celle qui est portée par cette expression si simple, un enfant nous est né, qui est au cœur de ce texte fondateur de notre civilisation. Et c'est Arendt qui cite ce texte. Un enfant nous est né, une liberté nouvelle advient. Mais pour que cette liberté soit possible, dit Arendt, il faudra d'abord qu'elle reçoive la culture qui la précède. Toute éducation est nécessairement conservatrice, dit Arendt. Nous disons que nous voulons tout recevoir de l'avenir, mais l'avenir est vide, dit Hannah Arendt. L'avenir ne nous donne rien, c'est nous qui devons lui donner, qui devons tout lui donner. Mais pour pouvoir lui donner, encore faut-il avoir quelque chose à lui donner, encore faut-il avoir reçu. Encore faut-il avoir reçu la condition de la liberté qui s'appelle la langue, qui s'appelle la culture, la connaissance, tout ce qui nous vient des autres, tout ce qui nous vient de l'altérité. La lecture. Chers amis, je me permets une toute petite incise sur ce mot. Pour être libre, il faut lire. La lecture, le livre, sont la source de la liberté, la source indéfectible de la liberté, au cœur de l'histoire de notre civilisation, au cœur de l'histoire de la civilisation humaine. Le livre, la lecture, sont la clé pour grandir, pour faire grandir sa liberté. C'est ce que nous devons à l'altérité de ceux qui nous précèdent. C'est ce que nous devons à l'autorité de ceux qui nous précèdent. L'autorité des auteurs. L'autorité, c'est d'abord la marque de l'auteur. Autorité, en latin, ça vient du mot auctoritas, ça vient du verbe augere, qui veut dire augmenter. Le propre de l'autorité, c'est qu'elle augmente ma liberté. C'est qu'elle fait grandir ma liberté. Et c'est cela qu'on retrouve d'abord chez un auteur qui fait autorité. Le livre, liber en latin, a la même racine étymologique que la liberté. Et ça n'est pas pour rien. Qu'est-ce que je fais quand j'ouvre un livre? Et c'est pour ça que le livre ne sera jamais remplacé. C'est surtout pour ça que le livre ne sera jamais remplacé par ce petit objet que j'ai dans la main et que nous avons tous dans nos poches. Le livre ne sera jamais remplacé par l'écran. Quand je vais sur l'interface d'un moteur de recherche, je tape une question et je vais vers la réponse. Je sais déjà ce que je veux trouver. Je sais déjà ce que je cherche. C'est très utile, bien sûr, c'est parfaitement pratique. Mais je sais ce que j'attends du moteur de recherche. Quand j'ouvre un livre, je fais l'exact inverse. J'ouvre un livre précisément parce que je ne sais pas ce qui s'y trouve. J'ouvre un livre parce que je suis incapable de savoir où l'auteur va m'emmener. Et c'est le chemin qui compte. Quand vous allez sur Google, tout Internet est fait pour ça. Le but, c'est d'aller le plus vite possible de la question à la réponse. Quand vous utilisez un écran, tous nos smartphones sont faits pour ça, le but est d'aller le plus vite possible du besoin à la solution, du désir à sa satisfaction, le plus rapidement possible. Toute l'architecture des réseaux est construite pour aller de plus en plus vite, du départ à l'arrivée. On a connu les modems pour les plus vieux d'entre nous, pas le modem, hein, mais c'est pas beaucoup plus rapide. On a connu les modems. Ensuite, jamais inutile de faire un peu de politique de temps en temps. Ensuite, on a connu la 3G, la 4G, la 5G, peut-être demain on aura la 6G, la 10G. Le but, c'est que ça aille de plus en plus vite. Le but, c'est d'abolir le temps. Mais quand vous ouvrez un livre, c'est l'exact inverse qui compte. Le but n'est pas d'aller le plus rapidement possible.
Si vous ouvrez un roman policier et que vous commencez par la dernière page parce que vous voulez savoir qui est le criminel, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la lecture. L'intérêt du livre, c'est justement la distance. L'intérêt du livre, c'est le chemin que vous allez faire avec l'auteur. Et c'est ce chemin-là qui fera grandir votre liberté, précisément parce que vous ne savez pas où ce livre va vous emmener. Si vous voulez être libre, lisez. Si nous voulons être libres, nous devons préserver le livre au cœur de l'attention d'une société, parce qu'il n'y a pas d'autre source possible pour faire grandir la liberté. Et lisez de tout, bien sûr. Lisez tout. Lisez de tout du moment que c'est bon. Lisez de tout. La culture est la condition de la liberté, et la culture dans toute sa richesse. Lisez Tocqueville et lisez Marx. Non. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'à un congrès des Républicains, on vous dit « lisez Marx », mais lisez-le. C'est trop tard. Et dans la culture française aussi, bien sûr. Lisez Pascal et lisez Voltaire. Il faut lire Péguy et il faut lire Proudhon. Il faut lire Barrès et il faut lire Aragon. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait au bas. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Vous connaissez ce texte d'Aragon? C'était, n'est-ce pas, la gauche qu'on aime, que l'un fut de la chapelle, que l'autre s'y déroba. Tous deux étaient fidèles, des mains, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Quand les blés sont sous la grêle, faut qui fait le délicat, faut qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ce texte d'Aragon, une table. Ce texte d'Aragon qui rappelle la résistance, je ne vais pas le citer en entier, mais il dit exactement ce que devrait être notre relation à toute résistance, à toute forme de résistance, à tout espoir de liberté. Qu'importe quelle est la source, tant qu'elle peut vous faire grandir. Et c'est là que je vois sans doute, je dis en souriant, c'est la gauche qu'on aimait, c'est là qu'on voit le mal terrible que fait à notre temps, que fait à la liberté aujourd'hui, l'immense sectarisme qui a regagné la gauche. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui, dans un congrès du PS, lisez Proudhon et lisez Barrès? Il faut tout lire, il faut lire de tout, du moment que c'est bon et que ça vous fait grandir, du moment que ça fait réfléchir, du moment que ça permet de nourrir l'aventure de la liberté. Retrouver la jubilation de l'expérience, de la rencontre avec la pensée d'un autre qui peut penser contre nous et nous apprendre parfois à penser contre nous-mêmes, pour penser plus librement, pour penser vraiment par nous-mêmes. Souvent, les élèves font cette réflexion quand on fait de la philosophie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt penser par nous-mêmes plutôt que de lire des auteurs? Mais tout le paradoxe est là. Est-ce que je serais plus libre si je n'avais jamais eu l'occasion de lire Platon, Aristote, Kant, Hegel? Est-ce que je serais plus libre si je n'avais pas lu Nietzsche et Marx? Eh bien, la réponse est non. Nous sommes plus libres en les rencontrant et nous pensons plus par nous-mêmes. Lire Nietzsche ne m'a pas obligé à devenir nietzschéen. Lire Marx ne vous fera pas devenir marxiste, mais en lisant Marx, et même en débattant avec lui, en discutant avec lui, en polémiquant avec lui au milieu de la lecture, vous pourrez penser plus par vous-même, vous pourrez mieux fonder vos convictions, vous pourrez mieux les étayer, les construire, vous pourrez peut-être parfois les corriger, les ajuster. En tous les cas, vous aurez l'occasion de penser plus librement. La liberté d'indétermination, elle est immédiate. Et tout ce que vous lirez vous fera petit à petit perdre cette liberté d'indifférence parce que vous en serez influencé. Vous n'aurez plus tout à fait le choix, vous verrez peser sur vous tout le poids de ce passé. La liberté dont nous parlons, au contraire, la liberté véritable, celle qui consiste à mûrir petit à petit en soi les conditions d'un vrai choix, cette liberté-là, elle suppose beaucoup de temps, elle suppose beaucoup de travail, elle suppose beaucoup d'efforts, et elle suppose la volonté de rencontrer l'autre, de rencontrer l'auteur, de rencontrer l'autorité, de rencontrer l'altérité, de rencontrer ceux qui ne pensent pas comme nous et qui nous permettront, en nous confrontant à eux, de penser plus librement, retrouver la joie, comme le disait Montaigne, de frotter et limer notre esprit contre celui d'autrui. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui perdu cette joie? Est-ce que nous ne la voyons pas menacée? Sans doute pas nous d'ailleurs. Mais la vérité c'est que, et je voudrais ici dire mon admiration et ma reconnaissance profonde
pour tous les étudiants qui sont ici et qui font vivre la cause de la liberté de pensée, de la liberté d'expression sur les campus de France où elle est si menacée. La liberté, c'est que nous sommes confrontés si souvent à une gauche qui a oublié Aragon, à une gauche qui croit que tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont nécessairement criminels, à une gauche qui croit que ce qui compte, c'est de répondre à un argument par une condamnation plutôt qu'un autre argument, à une gauche qui voudrait empêcher la discussion et qui pense qu'on ne parle bien que quand on parle avec des gens qui sont totalement d'accord avec soi-même. Nous croyons le contraire. Nous aimons le débat, nous aimons la discussion, le dialogue, nous aimons la joute. Bien sûr, parfois nous devrions nous rappeler aussi que quand les blés sont sous la grêle, fous qui songent à ces querelles, peut-être devons-nous parfois retrouver aussi le sens de l'unité, mais le fait est que nous aimons cette liberté, nous aimons la vivre vraiment, et on devrait retrouver la jubilation de la conversation contradictoire. Quand je vois des étudiants de Sciences Po qui vivent n'importe quel désaccord comme une micro-agression et qui ont besoin d'un safe space pour pouvoir se réfugier parce que, oh là là, terreur, quelqu'un ne pense pas comme eux, j'ai envie de leur dire, mais pauvres, est-ce qu'on ne peut pas retrouver un peu cet esprit d'audace de joie? La liberté d'expression n'est d'ailleurs pas anecdotique, parce que, nous le disions à l'instant, nous ne penserions pas nous-mêmes sans les mots qui nous viennent des autres. Nous ne penserions pas par nous-mêmes si nous ne pouvions pas lire, si nous ne pouvions pas rencontrer ceux qui parfois ne pensent pas comme nous. Et par conséquent, la liberté d'expression n'est pas qu'une liberté d'expression. On pourra vous dire un jour peut-être renoncer à la liberté de dire ce que vous pensez. De toute façon, vous gardez la liberté de penser ce que vous pensez. Sophisme absolu. Comme si quand on nous interdit de dire ce qu'on pensait, on pouvait encore le penser pour soi-même. Mais c'est faux. Pour pouvoir vraiment penser, nous devons pouvoir parler. Pour pouvoir vraiment dire ce que nous pensons, nous devons pouvoir l'exprimer. C'est ce que dit Emmanuel Kant au début d'un texte magnifique qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Was ist Aufklärung. Au tout début de ce texte, Kant veut précisément établir la nécessité de la liberté d'expression comme absolument consubstantielle avec la liberté de penser. Et il dit exactement ce que nous venons de toucher du doigt. Penserions-nous encore, écrit Kant, penserions-nous encore et penserions-nous bien sans la possibilité de partager nos pensées avec les autres, de leur communiquer nos idées et de recevoir les leurs? Aussi bien, la souveraine puissance qui prétend nous interdire la liberté d'exprimer publiquement nos pensées nous retire en même temps la liberté de penser, le seul trésor qui nous reste encore. Une société à laquelle on dit « vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous n'avez plus le droit de le dire », est une société dans laquelle, en réalité, on interdit aux gens de penser. Parce que pour penser vraiment librement, il faut pouvoir dire ce que l'on pense et confronter ce que l'on pense à ce que nous dirons autrui. La condition de la liberté, en ce sens, c'est la culture, la connaissance, c'est la lecture dont nous parlions, c'est aussi la discussion, la conversation, le débat. La condition de la liberté, c'est le débat public ouvert qui permet de confronter les idées et ainsi de nous faire grandir et d'augmenter notre liberté. C'est une société libre qui veut précisément cette ouverture. La société la plus libre est celle qui veut permettre à chacun de produire dans l'espace public ce que sa conscience lui propose. Et je crois que dans cette société libre, celle que nous voulons défendre, dans cette société libre, il y a un pari profond. Le pari que précisément dans ces conditions-là, avec un accès à la culture, à la connaissance, et donc avec un accès à l'école, avec un accès à la liberté de l'école, avec un accès à l'information, à la liberté, au pluralisme de l'information, dans une société comme celle-là, chacun tendra vers le meilleur. Kierkegaard nous le disait, le but n'est pas seulement de choisir entre le bien et le mal. Le mal, c'est de ne pas choisir. Le mal, c'est de ne pas pouvoir choisir. Et choisir, bien choisir, sera choisir le meilleur, parce qu'on ira été porté par cette manière de faire grandir la liberté qui sera venue des circonstances dans lesquelles nous aurons grandi. Ce n'est pas parce qu'on va voter qu'on est en démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'on vit dans un peuple libre. Il y a beaucoup de pays
où il y a des élections et qui ne sont pas vraiment libres. Il y a beaucoup de pays où on vote qui ne sont pas des démocraties. Il y a des élections en Corée du Nord. Et le dictateur de Corée du Nord est, aux surprises, régulièrement réélu. Est-ce qu'il suffit que les Nord-Coréens aillent voter pour que ce soit une démocratie? Certainement pas. Il faut toujours s'en souvenir, chers amis, parce que c'est aussi au cœur de bien des combats que nous aurons à mener. Les conditions de la liberté, elles ne sont pas immédiates, elles ne sont pas évidentes. Les conditions de la liberté, c'est l'accès à la connaissance, à la culture, à la diversité des opinions. C'est donc l'accès à l'éducation et l'accès à l'information. Et sans cela, il n'y a pas de société libre. Et si nous faisons le pari de la liberté, alors, vous l'aurez compris, le but n'est plus d'essayer de trouver un compromis. Quelle idée horrible, quelle chose horrible que nous ayons tous retenu cette expression de Montesquieu que je vous citais tout à l'heure, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est épouvantable. Dans l'idée de la liberté d'indétermination, l'autre, vous le disiez très bien, est une menace pour ma liberté. Mais si la liberté est ce que nous venons de dire, alors l'autre est la condition de ma liberté. La liberté d'indifférence, elle postule que je serais le plus libre possible si j'étais le plus seul possible. Mais moi je crois l'inverse, chers amis. Et je crois qu'une société libre, c'est celle qui sait que la liberté des uns commence par la rencontre avec l'autre, que la liberté des uns commence par ce que l'on reçoit des autres. Il ne s'agit plus d'essayer de trouver un compromis entre l'autorité d'un côté et la liberté de l'autre. L'autorité est la condition de la liberté. L'autorité est ce dans quoi peut grandir toute liberté. Il n'y a pas de liberté sans autorité. Nous nous sommes laissés piéger par cette espèce de curieuse équation que la pensée que nous décrivions a voulu nous imposer dans la post-modernité. L'idée que l'autorité c'est l'ennemi de la liberté et que donc il faut trouver le bon curseur si vous voulez. Et donc certains diront peut-être à gauche il faut plus de liberté et donc moins d'autorité, voire détruire l'autorité pour que chacun soit vraiment libre, pour que chacun soit émancipé. Et de l'autre côté, peut-être nous à droite nous nous sommes laissés piéger par cette caricature. Nous avons parfois dit non il faut moins de liberté, il faut plus d'ordre, il faut plus de sécurité. Et donc il faut plus d'autorité, et tant pis pour la liberté, acceptons de renoncer. Mais moi je crois le contraire. Je crois que notre mission, pour nous qui croyons à cette filiation, qui nous sentons héritiers de cette aventure de la liberté, notre mission c'est de rappeler que l'autorité est la condition de la liberté. Et qu'il n'y a pas de liberté sans autorité. Sans autorité des auteurs, sans autorité des parents, sans autorité des professeurs, sans autorité de l'État, il n'y a pas de liberté. Ce qui donne son sens à l'autorité, c'est de faire grandir. La liberté, c'est sa mission et c'est sa finalité. Et c'est comme ça qu'une société libre finit par s'organiser. Alors évidemment, ça perturbe beaucoup nos amis de gauche, mais une société libre s'organise par la liberté. C'est ce que montre toute la tradition du libéralisme classique. Vous connaissez peut-être un auteur qui s'appelle Hayek. C'est là qu'on voit qu'on est très ambitieux chez LR quand même. Il est 22h30, on est au milieu d'un congrès et on commence à parler de Hayek. Alors, je ne vais pas être trop long. On touche presque au but, mais je voulais vous en dire un mot parce que je crois que c'est important qu'on se réapproprie ces questions. Hayek, c'est un penseur, l'un des plus grands penseurs de la philosophie libérale. Hayek se demande comment une société s'organise, comment une société s'ordonne, d'où vient l'ordre. Les Grecs avaient deux mots pour dire ordre. Les Grecs avaient deux termes pour le désigner. L'un de ces termes, c'est taxis. Taxis, c'est un mot qu'on retrouve par exemple dans la taxidermie ou la taxonomie européenne. On a suffisamment ferraillé, n'est-ce pas, chère Agnès, contre la taxonomie européenne. La version de l'ordre que décrit Taxis, c'est l'ordre établi, c'est l'ordre institué. C'est l'ordre, par exemple, d'une armée qui défile. Je vois le général Gomard devant moi. Une armée qui défile, une armée qui marche au pas, c'est une armée à laquelle on a imposé un certain ordre. Et la musique est là pour ça. C'est un ordre artificiel. Et ça se voit d'ailleurs. On voit que ça n'est pas naturellement qu'une armée marche au pas. Il a fallu s'entraîner, s'exercer, répéter. Ça, c'est l'ordre institué. C'est l'ordre qui vient d'un esprit organisateur qui a fixé un ordre, qui a donné des ordres et tout le monde s'est mis au pas. Mais la vérité, c'est que ça nous arrive rarement, vous le reconnaîtrez avec moi, ça nous arrive rarement de marcher au pas, n'est-ce pas? Cet été, peut-être, vous êtes parti en vacances et vous avez fait des promenades avec des amis. Vous êtes allé marcher. Et quand vous avez commencé une promenade, vous n'avez pas dit aux amis « Bon, écoutez, vous êtes prêts? Une, deux, non.
Vous vous êtes dit, tiens, on va marcher. Vous vous êtes pas dit, pour qu'on arrive tous ensemble au point d'arriver en même temps, on va se donner un rythme et quelqu'un va fixer la cadence. C'était pas nécessaire. De manière miraculeuse, vous avez commencé à marcher et personne n'a donné d'ordre et vous avez marché au même rythme et vous avez marché du même pas et vous êtes arrivés en même temps. C'est l'ordre spontané. L'ordre, le plus souvent, dit Hayek, il naît en réalité de l'intérieur des organisations, de l'intérieur des organismes. Il naît de l'intérieur même des interactions qui peuvent associer, par exemple, des individus, des êtres humains. Il n'y a pas eu besoin que quelqu'un fixe la cadence de la marche pour que tout le monde marche du même pas. Et vous l'aurez certainement remarqué, quand vous avez commencé à marcher, vos pas se sont ajustés l'un à l'autre. Vous avez marché en même temps, non pas parce qu'il fallait renoncer à ou bien, vous avez marché de manière synchronisée, sans que personne ne le décide. Eh bien, une société libre, ça fonctionne comme ça. Sans que personne ne le décide, si chacun a mûri les conséquences d'un choix qui soit vraiment éclairé, on n'a pas besoin de tout décider pour que tout s'organise naturellement, spontanément. Nous sommes ici dans la charmante commune de Port-Marly. Vous pouvez avoir la certitude qu'à moins de 10 minutes d'ici, vous trouverez demain ouverte, demain matin en tous les cas, vous trouverez sans doute une boulangerie avec du pain. Et il n'y a pas eu besoin qu'un grand dirigeant quelque part dans un bureau à Paris quadrille la France avec un plan pour mettre des boulangeries au kilomètre carré en décidant de combien de pain on allait donner par personne. Ça s'appelle le communisme soviétique et ça n'a pas trop bien marché. La vérité, c'est que la meilleure manière, dit Hayek, de faire en sorte que les choses s'organisent, c'est de laisser advenir cet ordre spontané. C'est de laisser advenir cet ordre qui émane de chacune de nos libertés. Et si, à moins de 10 minutes d'ici, il n'y a pas un boulanger ouvert demain matin, vous pouvez aussi avoir la certitude que si tout est fait normalement, si tout se passe correctement, si on a laissé les étudiants aller dans les filières qu'ils voulaient, si on les a bien informés sur ce qu'il y avait à faire demain, si on leur a bien appris la diversité des métiers, si on les a bien attirés vers ce qui pouvait les stimuler, vous avez la certitude que si, ici, au Port-Marly, il n'y a pas un boulanger ouvert à 10 minutes, un boulanger va s'installer. Parce que précisément, c'est, en l'occurrence, le libre jeu du marché. Mais ça ne décrit pas seulement le marché. Regardez comment fonctionne une langue, et je termine par cet exemple merveilleux. Regardez comment fonctionne une langue. La langue française a des règles, c'est vrai, mais personne n'a fixé les règles. L'Académie française, c'est l'institution la plus libérale du monde. C'est une institution magnifique. Elle n'est pas là pour dire comment on doit parler. Elle est là pour dire comment on parle. Elle est là pour reconnaître et consacrer l'usage. C'est comme ça qu'on parle le français. Le français se parle ainsi. Voilà ce que fait l'Académie. Elle consacre l'usage. Toute tentation totalitaire commence par la volonté de discipliner la langue, d'imposer un ordre à la langue de l'extérieur. Toute tentation totalitaire commence par, prenez par exemple cet exemple tout simple, l'écriture inclusive. Personne ne parle comme ça spontanément, personne n'écrit comme ça spontanément, vous voyez. Personne n'écrit spontanément -e.s, ça n'existe pas. Mais il y a des gens qui viennent un jour et qui sont des militants et qui disent c'est comme ça que vous devez faire. Nous croyons à la liberté. Nous croyons que la langue vit, et c'est vrai, elle vit, mais elle vit de sa propre vie. Et cette vie, c'est celle précisément de nos libertés. C'est la manière dont chacune de nos libertés ajoute quelque chose à la langue. Et vous êtes ici aujourd'hui, et vous le montrez suffisamment. J'ai parlé avec tant d'entre vous. Chacun vient de partout en France. Chacun vient avec son accent. Chacun vient avec sa manière d'adopter la langue française et d'en révéler la richesse. Laissez la langue vivre. Laissez les gens vivre. Laissez les libertés s'accomplir. Et laissez en ce sens la liberté à avoir avec la vie. Laissez la vie s'exprimer dans ce que la liberté suscite, dans ce que la liberté peut créer. Notre temps a tellement besoin, et notre pays en particulier, a tellement besoin de retrouver le goût de la liberté. De retrouver le goût de la liberté, c'est-à-dire de retrouver le sens de la politique. La politique n'est pas là pour dire aux gens comment parler. La politique n'est pas là pour dire aux gens comment penser. La politique est là seulement pour garantir, par l'autorité publique, le cadre dans lequel la liberté pourra s'accomplir et s'épanouir pleinement.
La liberté comme condition de l'équilibre, condition de toute organisation féconde, condition de tout ordre véritable. L'ordre, condition de la liberté, et la liberté, condition de l'ordre. Voilà ce que nous devons retrouver, le goût de la liberté. Mais il y a une dernière condition, chers amis, et je termine par là, et vous le savez bien. Si la liberté, c'est le vertige qui consiste à reconnaître la nécessité de choisir, la nécessité de dire ou bien, alors la liberté a un dernier prix, elle a une dernière condition. Et sans doute est-ce précisément parce que cette condition fait défaut à notre temps et à tant de nos dirigeants que nous avons perdu le goût, le sel, l'aventure de la liberté. Cette condition, chers amis, cette condition, c'est le courage. Parce que la liberté, je le disais tout à l'heure, cette liberté dont nous parlons, qui consiste à faire un vrai choix, un choix qui nous ressemble, un choix qui exprime la plus haute idée que nous nous faisons de ce qu'est la condition humaine, cette liberté-là, elle suppose d'avoir beaucoup travaillé, elle suppose d'avoir fait effort sur soi, elle suppose d'avoir fait l'effort de penser parfois contre soi-même, elle suppose tout ce chemin-là. Et ce chemin, il n'est pas offert, il n'est pas donné, il n'est pas laissé aux paresseux et aux lâches. C'est ce que disait encore Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, que je vous citais tout à l'heure. La paresse et la lâcheté. La paresse et la lâcheté, écrit Kant, sont les deux causes qui font qu'une grande partie des hommes, après avoir été depuis si longtemps affranchis de la tutelle de la nature, restent pourtant mineurs toute leur vie. Il est si commode d'être mineur. Il est si confortable de ne pas être libre. J'ai un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, un chef d'État qui décide de ce que je dois penser. Pourquoi me donnerais-je de la peine? Je n'ai plus besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette ennuyeuse occupation. Ce mot de Kant, tout simple, la paresse et la lâcheté, montre quels sont les grands obstacles qui menacent la liberté, qui menacent toujours la liberté. Périclès avait ce mot magnifique, à la source de notre civilisation, le choix que nous avons à faire. Se reposer ou être libre. Se reposer ou être libre. Voilà ce qu'il faut choisir. La liberté est une aventure, c'est un privilège, c'est une joie. La liberté, c'est la vie, pour reprendre chacun de vos mots, mais la liberté n'est pas un confort. La liberté n'est pas donnée. La liberté n'a rien d'immédiat. La liberté est un combat, et elle le restera toujours. Et pour chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies, comme pour notre pays, dans notre vie collective, revient aujourd'hui cette injonction de Périclès comme un choix à faire, comme une décision à prendre. Se reposer ou être libre. Nous nous plaignons aujourd'hui que dans le monde qui se dessine sous nos yeux, nous sommes de plus en plus souvent en train de subir ce qui nous arrive. Peut-être parce que la France, peut-être parce que l'Europe ont choisi depuis trop longtemps maintenant de se reposer. À nous de choisir aujourd'hui d'être libres. Nous le devons à ceux dont le courage nous a laissé la liberté que nous recevons aujourd'hui. À ceux qui, c'est la résistance dont parlait Aragon, ont parfois donné leur vie pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons pas contraints ou déterminés par un pouvoir qui s'imposerait à nous. À ceux qui ont placé leur vie sous le signe de ce choix, vivre libre ou mourir, de cette devise du plateau des Glières. Nous le devons à ceux qui ont combattu pour notre liberté. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer, je n'en doute pas un instant, ce combat, parce que nous sommes les héritiers de cette histoire et que nous voulons en faire l'occasion de tout ce que le monde de demain recevra de vie, recevra de liberté, recevra d'humanité pour construire le monde qui vient. Merci encore infiniment.